Bonjour, aujourd'hui je réponds à une nouvelle question de parents. C'est une maman qui m'écrit: Mon enfant a peur au moment de s'endormir, il a peur du loup, il a peur des monstres et du coup il veut pas du tout rester seul. Est-ce que tu aurais des astuces et des idées de lecture? Ce que je peux répondre à cette question, c'est peu ou prou tout ce que vous retrouverez dans un article du blog que j'avais dédié à la question des émotions et notamment au fait d'accueillir les émotions, de dire oui aux émotions de l'enfant plutôt que de chercher à trop y répondre par des arguments, par des choses très rationnelles, etc. En tant qu'adulte, on s'imagine parfois qu'il faut tout de suite mettre fin à l'émotion et on va chercher à les canaliser le plus possible par des arguments pour qu'elles prennent pas trop de place et qu'elles soient pas trop envahissantes, alors qu'en fait c'est au contraire le fait de leur trouver les bonnes portes de sortie qui leur permettent de suivre leur cours et de faire ce pourquoi elles sont faites, puisque chaque émotion finalement a une fonction et je vais y revenir. Donc concrètement, accueillir les émotions sur cet exemple-là de la peur des monstres et du loup dans la pénombre de la chambre. Accueillir les émotions, c'est tout simplement reformuler ce que verbalise l'enfant. Un enfant qui dit me laisse pas seul, j'ai peur que le loup y vienne. On peut juste, tu as peur que le loup vienne, c'est ça. Et en fait, toutes les reformulations, vous verrez quand elles sont efficaces, on le voit tout de suite parce que l'enfant dit oui, et ce que j'imagine, c'est que là, il peut sortir de dessous. En fait, dès qu'on a un oui, c'est qu'on a fait la bonne reformulation, c'est gagné. Et en fait, là, on a permis, on ouvre la porte à des verbalisations plus précises de l'enfant. Et c'est ces verbalisations-là qui vont nous offrir pas mal d'indices pour les étapes suivantes et notamment prendre soin de ces émotions et de cette peur en particulier. On peut aussi dire oui, accueillir les émotions par des phénomènes, enfin par des techniques de normalisation, c'est-à-dire que l'enfant il va vraiment se sentir écouté quand il va entendre que c'est normal de ressentir ce qu'il ressent. Parfois, on a tendance à rationaliser, à minimiser les ressentis de l'enfant. Mais non, bien sûr qu'il n'y a pas de loup ici. En fait, normaliser, même si ça passe par introduire une nuance, une subtilité, normaliser, ça aura un impact très positif sur l'accompagnement de l'émotion. Par exemple, ah ben oui, moi aussi, si je pensais qu'il y a un loup sous mon lit, j'aurais vraiment du mal à trouver le sommeil sans que quelqu'un soit venu l'en déloger, par exemple. Donc là, on va normaliser avec en plus une dimension d'expression empathique par l'adulte, mais on peut dire, ah bah oui, je comprends, si tu penses qu'un loup peut surgir de dessous ton lit, c'est quelque chose qui est très effrayant. Donc ça, c'est cet accueil par la normalisation qui a vraiment beaucoup d'impact et je vous invite à le tester si vous aussi, c'est ce qu'exprime votre enfant, donc des frayeurs au moment de l'endormissement dans le noir. Donc on accueille et ensuite, seulement ensuite, on va pouvoir passer à l'accompagnement. J'appelle parfois cette étape passer à autre chose, mais ne vous méprenez pas, c'est pas du tout de juste détourner l'attention sur regarde un éléphant rose pour qu'il oublie ce qui vient de se passer, mais c'est passer à autre chose pour qu'est-ce que j'ai repéré cette émotion, maintenant en quoi je la transforme, qu'est-ce que j'en fais. Et sur la peur, ce qui marche très bien, je trouve, c'est de revenir sur sa fonction, l'utilité de nos émotions en général et de la peur en particulier. La peur, c'est quelque chose de très utile et ça, on peut le partager avec l'enfant, de dire ah ben oui, les peurs, c'est important, tu sais, c'est ce qui nous permet de prendre les bonnes dispositions pour se protéger, c'est ce qui nous permet d'anticiper les dangers. Et sans doute que vous aussi, en tant qu'adulte, vous avez des peurs. Une peur qu'expriment souvent les parents, c'est par rapport au danger dans la rue. Et ben cette peur-là, elle a vraiment une utilité pour nous adultes. Elle nous permet de ne pas minimiser les dangers, de rester vigilant, d'anticiper les situations qui sont le plus à risque, etc. Donc même si vous savez très bien qu'il n'y a pas de loup qui va débarquer dans votre appartement, cette peur, elle a une utilité pour l'enfant et on peut en tout cas la réinvestir comme ayant une utilité. Et donc de dire, ok, donc toi c'est la peur du loup, elle est pratique cette peur parce qu'elle nous permet de vérifier qu'on est vraiment bien installé avant de s'endormir. Et donc c'est de là qu'on va pouvoir tirer un fil de l'utilité de cette peur, qu'est-ce qu'on en fait et quelle stratégie on peut mettre en place. Ça peut être de montrer, partager avec l'enfant ce que font les parents
la nuit, parce que nous aussi, en fait, on prend des dispositions, alors c'est pas forcément le loup, mais on prend des dispositions pour dormir bien tranquille sur ses deux oreilles. Donc on peut expliquer à l'enfant ce qu'on fait pour nous aussi se sentir en sécurité. On peut travailler sur l'imaginaire, c'est ce qu'on fait avec les attrape-rêves. On peut imaginer sur une peur du loup, des monstres, des détecteurs, des pièges, des choses qui vont permettre de dire, bon, si jamais tout ce que papa et moi on ferme, si jamais le fait qu'on soit très très loin d'une forêt ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour repérer si jamais un loup ou un monstre pouvait se faufiler? On peut mettre une clochette quelque part, un système de pièges sur le registre plus ou moins imaginaire, etc. Donc trouver les stratégies pour s'occuper de cette peur en partant du principe qu'elle a une utilité. C'est quelque chose qui va souvent permettre à l'enfant de se la réapproprier, de ne pas la subir, mais d'être vraiment acteur par rapport à ça, d'être dans une conscientisation de « ah oui, ça c'est la peur du loup, c'est une peur qui est normale parce que… » Et ce sera beaucoup plus utile de chercher ces stratégies plutôt que de tout de suite expliquer que la situation du loup en France fait qu'il n'y a aucune chance d'avoir un loup en haut au 5e étage de notre immeuble, etc. Question lecture, et justement ça va faire le lien avec ces stratégies. Il y a une série que j'aime beaucoup qui commence par Comment ratatiner, et donc il y a les dinosaures, les idées noires, j'en avais déjà parlé, mais il existe aussi d'autres volumes, je pense les sorcières, les araignées. C'est une série qui, même si c'est pas exactement le thème de la frayeur qu'exprime votre enfant, mais c'est une série qui est très intéressante parce que d'un album à l'autre, elle va toujours permettre d'identifier la crainte, de la mettre à distance, un peu ce que je vous inviter à faire avec cette question d'utilité, à quoi ça nous sert, dans quelle mesure c'est justifié, dans quelle mesure ça ne l'est pas, et puis aussi de trouver qu'est-ce qu'on peut avoir comme stratégie par rapport à cette peur. Et donc c'est du côté de ces lectures que je vous inviterai à vous tourner pour voir si ça peut être le support d'une discussion avec l'enfant qui vous amènera à la solution qui fonctionnera pour lui, qui fonctionnera dans votre configuration, selon l'organisation des chambres, selon la présence ou non d'autres frères et sœurs, selon le fait que vous puissiez passer un peu de temps à côté de lui ou non, parce que vous devez dîner, vous occuper d'un autre enfant, etc. Mais ces supports-là vous conduiront, j'en suis sûre, sur l'identification des bonnes stratégies. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous auriez pu mettre en place avec votre enfant si vous aussi vous avez connu l'expression de ces craintes, de ces frayeurs, de ces appréhensions au moment d'éteindre la lumière. Ou ce que vous auriez pu tester de cette vidéo-là, de cette réponse à cette question de parents. Et continuez aussi à m'envoyer vos questions de parents, j'y réponds avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, salut!